Cyril Charbonneau. On est en train d'un petit peu se réorganiser parce qu'on a un petit peu dérapé au niveau du temps. Et on souhaiterait voir si vous avez déjà des questions par rapport aux intervenants qui se sont présentés cet après-midi. Bonjour, Agnès Arnaud, avocat à Toulouse. J'avais une question spécifique pour mon confrère qui vient de passer à la tribune. Vous avez beaucoup parlé sur effectivement les techniques anciennes et les produits anciens qu'on redécouvre finalement. Moi, je voudrais vous interroger sur la question de l'assurance et du remploi, puisqu'il me semble qu'avant de construire et de redécouvrir, on peut aussi partir de ce qui existe aujourd'hui. Et il y a toute une problématique de comment peut-on réutiliser des produits existants aujourd'hui d'un point de vue assurantiel. Je sais que c'est un sujet qui vous occupe. Merci. Alors, on a combien d'heures pour... Tout ce que vous voulez, moi je suis disponible. C'est une entrée en pourparlers agréable. Alors, on va essayer d'être simple sur ce sujet-là. D'abord, il y a tout un vocabulaire, mais moi je ne comprends rien au vocabulaire, donc on va parler juste de concept. Il y a une première situation, c'est vous avez un existant, vous le foutez par terre et vous allez l'envoyer pour faire autre chose avec. On a vu ce matin, on peut réutiliser du béton et faire du granulat et ça permet de faire un truc. J'ai envie de dire ça on s'en fiche. C'est un processus industriel. Il y aura, comme on le fait, voilà, aujourd'hui on fait plein de tunnels à Paris pour faire des métros. On sort la terre, on la teste, on a mis des adjuvants, on regarde ce qu'elle vaut, on voit vers quelle orientation industrielle on peut la faire, où est-ce qu'on la met dans des décharges. Bon, voilà. Donc ça, je dirais que c'est de l'orientation simple, mais c'est donc pas tellement de la construction, c'est pas le sujet qui nous intéresse. Mais néanmoins, c'est un sujet qui nous intéresse pour le calcul du bilan carbone. Enfin, c'est-à-dire quand on déconstruit, il y a un moment, ça sera quand même le sujet. Le sujet, c'est donc, soit j'utilise des matériaux qui sont là, et je vais les réutiliser in situ. Donc là, évidemment, c'est un problème qui est d'ordre technique, c'est-à-dire que qui va donner le visa ou l'assentiment de ce que ce produit est susceptible de répondre à une nouvelle utilisation, soit dans la même perspective, soit dans une perspective renouvelée. On prend renouveler, ça pourrait être, j'ai une porte coupe-feu, machin, elle a perdu cette capacité coupe-feu, ça reste une porte, quoi. Donc elle peut servir comme porte. Donc elle est dégradée dans sa qualification technique, mais elle reste une porte, elle reste un ouvrant. Là, on est, à mon avis, sur une technique qui est classique. Enfin, voilà, on va avoir des bureaux d'études, on va avoir des contrôleurs techniques, et ils vont devoir se mouiller, et ils vont devoir dire oui, ils vont devoir dire non. Ils le feront, ils le feront pas, et ça donnera une réponse assurantielle. C'est évidemment si vous avez un avis très réservé du contrôleur technique pour vous dire que la résistance mécanique de ce matériau, c'est pas bon. On regarde la destination prévue de l'ouvrage et les contraintes actuelles. La réponse, ça va être, il va falloir du coup qu'on réutilise pas ce truc-là. Mais ce que je dis là. Vous pensez matériaux, mais il faut aussi le penser pour la structure. C'est-à-dire qu'il y a une fausse perspective dans la logique de réutilisation, c'est qu'on se focalise sur le mobilier, c'est-à-dire ce qu'on peut enlever et réaffecter, alors que l'immobilier, c'est-à-dire la structure, est au cœur du débat aussi. C'est la même chose. Donc vous voyez, pour moi, la réponse, elle est classique, sauf qu'elle est dans une perspective qui est plus complexe à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui. Après, il y a une deuxième problématique qui, là, est beaucoup plus délicate, c'est je vais prendre ces trucs-là et je vais quelque part les recycler pour m'en servir ailleurs. Alors pourquoi c'est problématique? Parce qu'évidemment, sur le plan juridique, ça amène des problématiques qui sont de l'ordre des chaînes hétérogènes de contrats. C'est qu'on sait très bien que vous allez soit les céder, donc les vendre, donc c'est le maître d'ouvrage qui est propriétaire. Alors si c'est l'entreprise qui les vend, déjà comment se fait ce transfert de propriété, et puis ensuite ils vont être traités ou pas par un fabricant, un ressourceur, enfin qui sais-je, peu importe, puis ils vont être validés, puis ils vont être revendus de nouveau, et là ils vont être utilisés. Ça fait donc potentiellement cession à titre gratuit, vente, traitement, contrat d'entreprise, revente, recontrat d'entreprise, installation. Est-ce que le dernier, le maître d'ouvrage qui dit que du coup la fenêtre qu'on lui a livrée et mise dans son ouvrage est affectée d'un vice, est-ce qu'il a le droit de se retourner contre le vendeur d'origine, c'est-à-dire le maître d'ouvrage? Voilà, comment vous dire, je n'ai pas la réponse à cette question. Et bien évidemment, c'est ça la question qui est posée. Donc on n'a pas de réponse aujourd'hui. Alors tout le monde fait un peu semblant de ne pas répondre, parce qu'en fait, ce que je vous dis là, personne n'ose le dire. C'est qu'en réalité, il faudrait casser les chaînes de contrats, ce qui est d'ailleurs complètement antinomique avec l'esprit de la réforme actuelle, où on voit que la transmission des actions contractuelles se fait de manière plus puissante encore aujourd'hui que par le passé. Donc comprenez, on a un sujet qui est la transmission réelle des actions, et du coup, l'assureur se met en réserve parce qu'il attend de voir. Par ailleurs, pour chacune de ces étapes, il va falloir qu'on processe, qu'on trouve des certificateurs, des gens qui peuvent dire c'est bon, c'est pas bon.
J'ai envie de dire, ça c'est un problème qui va être temporaire, parce que comme on sait valider la qualité de granulat, on saura valider des fenêtres, des poutres qu'on veut réutiliser. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Par contre, le problème juridique que j'évoque, lui, est plein et entier. C'est qu'est-ce que c'est un objet qu'on extrait, donc qui devient plus immobilier, qui devient mobilier, qui est vendu et qui est réaffecté et réimmobilisé dans un autre bien. Et ça, à cette question-là, il n'y a pas de réponse juridique aujourd'hui, et on est au balbutiement de la réflexion sur cette question-là, à mon sens. Ça répond à la question, mais c'est ma réponse. Merci. Alors, excusez-moi, on a été un petit peu bousculé, mais bon, on va s'adapter, on est habitué à ça avec les chantiers. Et si vous voulez bien, Monsieur les Présidents, monter sur l'estrade pour la table ronde, puisque c'était le principe de voir les intervenants de cet après-midi pour pouvoir poser des questions. Maître Gendre va nous rejoindre et Maître Charbonneau, si vous voulez bien, voilà, vous installer. C'est la table ronde alignée, quoi. Voilà, c'est une table ronde alignée, c'est un nouveau concept. Elle n'est pas assurée. Hein. Ah, mince. Donc, voilà. Voilà, je vous en prie, je vous remercie, Messieurs les Présidents. Donc, si vous avez d'autres questions. Jean-Pierre Pissarra, donc architecte expert, cour d'appel de Versailles. Une question, c'est sur les... Qu'est-ce que l'expert peut éventuellement écrire est-ce qu'il pourrait éventuellement, est-ce qu'on pourrait l'imaginer un jour, qu'il puisse limiter un petit peu des travaux réparatoires qui pourraient lui sembler un peu excessifs, ou en tout cas mettre un petit avis dans son rapport. J'ai un exemple comme ça en tête, mais ça pourrait être un tout autre exemple. Un opticien, par exemple, sur lequel j'ai fait une expertise, et qui me justifie de changer tout le mobilier de sa boutique, parce que l'un des mobiliers a été un peu affecté par une fuite d'eau, donc un petit peu détérioré, et pour une homogénéité de son mobilier, il justifie, enfin, voilà, il demande le remplacement complet. Comment l'expert peut réagir s'il trouve ça un peu aberrant, environnementalement parlant? Voilà, parce qu'il y a la question d'esthétique, commerciale. J'imagine que c'est le juge judiciaire qui est interpellé. Écoutez, je crois que de manière générale, le juge attend le maximum de précision sur, évidemment, l'objet des travaux envisagés pour la reprise des ordres dont vous aurez constaté l'existence et la portée. Donc, je crois que quelque part, il est important que vous puissiez noter d'abord ce qui est demandé par les parties, parce que ça va nous être demandé par la suite. Et donc, il faut que vous puissiez en évaluer le coût, premièrement. Donc, on trouve objectivement ces éléments dans le dossier. Après, soit la seule considération, c'est de dire, est-ce qu'il y a une homogénéité dans ce mobilier, et que si on en change une partie, il faut tout changer, ou est-ce que c'est un aspect purement esthétique? Et il faut regarder aussi la destination de ces aménagements. L'accueil au public, est-ce qu'il y a un accueil au public? Est-ce qu'il y a une image, notamment, est-ce que par exemple ce mobilier-là répond à des normes lorsqu'il s'agit par exemple de franchise, avec des obligations de présentation des lieux accueillant le public? Ouais, il y a tout un tas de données, certaines qui sont très subjectives, c'est-à-dire l'esthétique générale. Peut-être aussi la bonne occasion de faire tout changer aux frais j'allais dire, du responsable, ou alors tout simplement il y a des données économiques ou des données qui sont c'est-à-dire que quand on accueille du public, il faut aussi du matériel qui ne soit pas dégradé ou qui soit à tout le moins assez cohérent par rapport à l'image de l'entreprise. Donc il y a un certain nombre de données, j'allais dire, le juge fera son tri en fonction du débat contradictoire qui aura lieu devant lui, mais je pense qu'il faut donner des éléments de pertinence, c'est-à-dire pas forcément votre avis en disant « oh il exagère », c'est de dire voilà, actuellement ce produit-là, cet aménagement-là, c'est un aménagement qui répond à une obligation, j'allais dire, de présentation
qui est imposé à tous les franchisés quand c'est un franchisé, quand il y a des... vous voyez, il y a toute une série de paramètres dont certains peuvent être objectifs, d'autres économiques. Et en tout cas, vous pouvez donner votre avis de toute façon, de manière là aussi très objective. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, ah ben ça c'est l'opinion de l'expert, etc. C'est-à-dire, voilà, c'est qu'il y a... Vous recherchez, il n'y a pas... Ou alors il n'y a pas d'éléments économique ou qui laisse penser la nécessité de changer tout le mobilier dès lors qu'il n'y a aucun élément technique qui l'impose. Voilà, ça sont des éléments, des informations, et puis vous laissez la juridiction trancher. Je ne sais pas si c'est le point de vue du juge administratif. Oui, je crois qu'il faut être très pragmatique en la matière, c'est-à-dire dès lors que le débat est entamé devant vous, il faut essayer d'y répondre, hein, puisque sinon après, effectivement, il ne faudrait pas qu'on ait... Bon, on n'aura pas ce type d'expertise, hein, mais en fait, il ne faudrait pas qu'on soit obligé de faire un complément d'expertise. Donc je crois que c'est après au juge de qualifier juridiquement les réponses que vous ferez sur la nécessité ou non. On verra si on le prend en considération. Mais encore une fois, je crois que déjà regarder la mission telle qu'elle vous a été fournie, hein, et puis essayer de répondre au maximum. Moi, je souscrirais complètement à ce que dit le président de FIX. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Henri Bidot, architecte et expert de la Cour d'appel sur Nanterre. J'ai une question tout à l'heure, il a été évoqué au niveau des condamnations de l'État. J'ai cru entendre que la non-réponse de l'administration valait rejet. J'ai une mairie récemment qui m'a interpellé là-dessus, puisque je la titillais sur sa non-réponse valant accord tacite d'un permis de construire. Mais c'est ce que je vous ai dit quand même, c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'était la règle classique qu'une non-réponse de l'administration au bout de 2 mois valait rejet. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, et notamment en matière d'urbanisme. Depuis longtemps, il y a effectivement le mécanisme des autorisations tacites. Disons, par ailleurs, il y a eu un décret qui a modifié ça de manière générale. Ce qu'il faut retenir, c'est que autrefois, vraiment, dans la plupart des cas, avec des exceptions ponctuelles, techniques, notamment en matière d'urbanisme, une non-réponse était un rejet, mais il y a aussi beaucoup de cas maintenant où une non-réponse est à l'inverse une acceptation tacite. Donc il faut vraiment regarder au cas par cas. Pour revenir à l'exemple que je citais, par contre, effectivement, lorsque vous saisissez l'administration de ce type de demande, eh bien effectivement, son silence équivaut à un rejet, ce qui vous permet d'attaquer, puisque en droit, en contentieux administratif, vous ne pouvez pas attaquer sans avoir une décision préalable de l'administration. L'idée ancienne étant notamment qui fonctionne assez peu d'ailleurs, ce préalable doit permettre peut-être à l'administration de régler le problème avec la personne en lui répondant favorablement, plutôt que de saisir immédiatement le juge, en espérant que finalement c'est une espèce le recours préalable obligatoire, c'est l'idée que ça va permettre d'éviter des procès inutiles, parce que l'administration peut-être aura elle-même répondu favorablement à la demande sans qu'il soit nécessaire après de saisir le juge. Voilà. Donc pour répondre à votre question, effectivement, en urbanisme par exemple, il y a beaucoup de mécanismes d'autorisation tacite, oui, où la non-réponse est favorable en réalité. Merci. Une toute dernière question. Présenté ce matin, mais je recommence. Philippe Rivoirard, donc architecte et expert judiciaire à la Cour d'appel de Paris, entre autres. Voilà, j'ai une question directement pour Maître Charbonneau sur la question justement des programmes. Vous avez fait état des programmes qui manquent, mais depuis 40 ans, on fait des reconversions de bâtiments anciens. Des prisons deviennent des hôtels 3 à 4 étoiles. Et maintenant, les maîtres d'ouvrage anticipent déjà la reconversion des bâtiments qu'ils n'ont pas encore construits. Donc je comprends que vous n'ayez pas les programmes, puisque en fait il est précisé dans les données de concours ou de consultation que cette PMI peut être transformée demain en logement, en bureau. Et donc comment on fait par rapport à ça et par rapport à la réglementation à venir sur ces changements de programme dans un bâtiment qui va rester le même, sinon dans une modification des distributions, mais ça entraîne peut-être autre chose. Il n'y a que des questions faciles. Donc c'est la question de la réversibilité. Alors bon, il y a des situations particulières. On sait par exemple que sur le programme des Jeux Olympiques, il y a un permis à double détente dans lequel la modification de destination
est déjà conceptualisé ab initio, puisqu'on sait que le bâtiment va avoir un premier usage de village olympique et il va quasiment immédiatement être réversible et devenir qui logement, qui tertiaire. Donc là déjà on est sur une logique programmatique duale dans laquelle on peut anticiper et on peut même programmer le fait qu'il y ait 2 successions de tranches avec des effets juridiques complexes, mais qui sont partiellement pris en compte par une loi spécifique, et pour le reste, on se débrouillera avec ça, et on a déjà anticipé ces questions. La question que vous posez donc d'un autre ordre, c'est l'idée où on se dit, in abstracto, j'aimerais bien que cet ouvrage puisse connaître plusieurs vies. C'est donc 2 programmes qui sont très différents. Il y a un premier programme qui est un programme défini. Donc un programme défini, c'est dire aujourd'hui je veux faire un hôtel de luxe, donc ça va très bien. Et c'est une contrainte programmatique du premier programme que d'être réversible. En revanche, bien évidemment, le deuxième programme n'est pas déterminé et il donnera lieu à une détermination programmatique a posteriori. Donc ce à quoi doit répondre le premier programme, c'est bien cette dualité qui est permettre la réalisation de la destination anticipée et programmée, mais 2, être en quelque sorte un peu neutre, ou en tout cas susceptible de revenir à l'air, de sorte que la satisfaction de la deuxième contrainte, qui sera une non-conformité en l'espèce, ce n'est pas un désordre, elle s'appréciera au jour où on va vouloir déclencher la phase 2, où on se dira, disons, hop, du coup on va mettre en œuvre mon truc, et donc c'était un hôtel, et maintenant ça va devenir une piscine, bon, peu importe. Et là, on devra s'interroger, est-ce que je suis conforme ou pas conforme à cette exigence-là? Évidemment, du coup, le diagnostic qu'on va faire pour la faisabilité du programme 2 déterminera si on est bon ou si on n'est pas bon, et après, ça va poser des tas de questions. Est-ce qu'on peut engager la responsabilité contractuelle? Quel est le point de départ de cette responsabilité contractuelle? Qui va avoir vocation à couvrir ce type de dommages nouveaux? Est-ce que c'était véritablement prévisible? Mais surtout, on va avoir une question d'interprétation du contrat. C'est quoi? Les parties ont défini comment la réversibilité et ce qu'on estimait pouvoir faire à terme. Et là-dessus, pour avoir vu un certain nombre de documents de cette nature-là, autant vous dire qu'il n'y a rien de prévu, quoi. Enfin, c'est tellement... Ou alors le juge choisira bien comme il veut, parce que ce qui est écrit est absolument incompréhensible et on ne peut pas s'engager sur rien. Donc aujourd'hui, voilà, autant le premier cas que je vous ai donné est très clair, très déterminé, autant le second, c'est plus un postulat qui est un peu presque réglementaire, qui est de dire aujourd'hui un bâtiment, on doit être capable de le déconstruire comme on l'a construit. Voilà. Et ça, ce principe-là, il n'est pas contractuel, pour moi, il est réglementaire. On en a parlé tout à l'heure, il y a une distinction entre un engagement contractuel et un engagement réglementaire. Et la réversibilité de l'action, à mon avis, est désormais dans l'ADN de l'acte de construire. Et c'est plus comme ça que je raisonnerais, plus que d'une nature contractuelle. Et c'était la dernière question, du coup c'est le moment où on dit on va oui, je vous remercie pour pause, toutes ces réponses. Alors je vais remercier Monsieur le Président de la toute nouvelle Cour administrative d'appel de Toulouse, Monsieur Jean-François Mout. Remercier également le Président de la première chambre de la Cour d'appel de Toulouse, Monsieur Defix Michel. Je remercie également Maître Gendre du cabinet ATCE et également... Ah non, mais ATCM, excusez-moi. Et également Maître Cyril avec 2 LE Charbonneau, avocat du droit de la construction, pour votre présentation qui a été très qualitative et qui nous a vraiment apporté énormément à nous en tant qu'experts. Donc je vous remercie. Alors je dois vous faire des annonces. Nous allons avoir M. Poumaret, professeur à la faculté de droit de Toulouse, qui va intervenir. Et ensuite, à son intervention, il y aura une photo donc, de tous les collégiens et de tout le monde, oui, de l'ensemble voilà, des participants. Et il y a aussi un point important, c'est que nous avons déjà sur la chaîne YouTube du Collège national les interventions d'hier. Donc, vous pouvez aller les visionner. Je vous remercie, messieurs, madame, messieurs.